Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, de pertinentes et courageuses réformes dans un sous-secteur aussi important que celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cela mérite qu'on y accorde une attention particulière. Après 4 années de gouvernance du président Patrice Talon, voici venu le temps des moissons au ministère de l'enseignement supérieur. Pour dresser le bilan, nous recevons Madame Éléonore Yahi-Ladécan. Madame la ministre, bienvenue. Merci, Madame la journaliste. Merci d'être sur cette tribune spéciale qui nous fera mieux appréhender les réformes dans votre sous-secteur. Merci. Alors, pour co-animer cet entretien, je ne serai pas seule. Je suis avec mon confrère de Eden TV, Loris. D'abord, bonsoir. Bonsoir, Rachida Biomama. C'est un plaisir de partager cette tranche d'antenne avec vous. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, monsieur. Ouvrons cet entretien, Madame la ministre, par la vision qui est celle du chef de l'État pour votre secteur d'activité. Merci beaucoup. La vision du chef de l'État, c'est une vision qui met déjà l'homme au cœur des préoccupations de la nation. Donc, son ambition, c'est de voir le système éducatif du Bénin comme un système performant, un système qui est réellement au service du développement socio-économique et un système qui aborde les problèmes de la nation et qui livre les résultats à temps. Former des gens de très bonne qualité et qui soient pratiques sur le terrain. Je crois que ça, c'est déjà l'ambition que nous saluons très bien. Parce que nous savons, le système éducatif, c'est comme la colonne vertébrale qui tient le corps. Donc, lorsque le système est bien, on est sûr que le corps sera vraiment bien debout. Il faut une base solide, en fait. Tout à fait. Alors, il y a bien de réformes dans bien de domaines par les temps qui courent. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il y a également pas mal de réformes. Qu'est-ce qui a motivé ces différentes actions engagées dans votre ministère, Madame la ministre? Ce qui a motivé, merci Madame la journaliste, c'est le diagnostic qui a été fait. Le diagnostic qui est fait et qui montre déjà qu'il y a un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de difficultés, de problèmes qui se posaient à ce système. Et c'est ce qui a justement conduit au diagnostic qui a été fait et qui montre maintenant qu'il faut aller vraiment dans la restructuration de la carte universitaire. En dehors de ça, vous voyez, nous avons des produits qui sortent du système. Et ces produits-là sont de plus en plus critiqués par les entreprises. Et se disent, mais quels sont les types de formations que vous donnez et qui amènent les entreprises à refaire donc une formation qui soit conforme à leurs besoins. Ça pose un problème. On se dit, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce qui fait que la main-d'œuvre, en fait, n'est pas celle qu'il faut, elle n'est pas très qualifiée. Pas totalement qualifiée. Donc cela appelle justement des réformes pour arrimer le type de formation aux besoins donc, des utilisateurs de nos formations. Donc, lorsque vous voyez également, par exemple, l'informatisation, il y avait beaucoup de difficultés. Donc, pour rendre un service, vous dépensez beaucoup de temps, en ressources, en moyens, et finalement, vous n'avez pas assez de résultats. Donc, cela amène à se dire, attention, dans ces conditions, vous risquez de déployer tellement de ressources pour peu de résultats. Un homme averti, un homme soucieux de développement, eh bien, n'est pas quelqu'un qui est enclin à la déperdition des ressources. Donc, il faut s'arrêter, il faut faire la part des choses, il faut maintenant lancer les réformes. L'autre acte essentiel, important, fort, posé par le gouvernement de Patrice Talon, c'est l'installation du CNE, le Conseil national de l'éducation. Que changera réellement cette instance dans le système éducatif? Ah, vous faites bien de le dire, parce que c'est une grande instance qui va réformer un peu nos interventions et qui va remettre les acteurs dans leur rôle et face à leurs responsabilités. Et le Conseil national de l'éducation a déjà pour mission des missions d'orientation, comme le nom l'indique. Donc, mission d'orientation, mission d'organisation, de suivi et évaluation et de décision. Donc, c'est une instance suprême, comme on peut le dire comme ça, qui s'occupe vraiment des interventions, de la logique vraiment d'intervention, de la responsabilité des uns et des autres, et surtout du respect des tests
qui organise un peu le système. Appelle-t-il donc à une certaine redéfinition des attributions et missions des différents ministères en charge de l'éducation au Bénin, l'avènement de ce conseil? Tout à fait. Sa mission a une cohérence verticale et horizontale. Pour ce qui est horizontal, c'est de faire en sorte qu'il y ait un arrimage certain entre les trois ordres d'enseignement. Il ne faut pas qu'il y ait des actions au niveau, par exemple, primaire, qui compromettent un peu la suite de parcours des apprenants au secondaire. Il ne faut pas que les deux ensemble produisent des effets néfastes au niveau du supérieur. Il ne faut pas non plus que le supérieur produise. Et donc des produits, enfin, je me répète un tout petit peu, des diplômés qui viennent donc entacher ou remettre encore en arrière ce qui a été déjà fait comme effort au niveau des deux autres secteurs. Ça, c'est la logique horizontale. Et la verticale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'instance qui est supérieure et qui s'assure de ce que les uns et les autres se retrouvent dans leur rôle. Donc cela appelle évidemment une restructuration. Pour ce qui nous concerne, par exemple, vous avez beaucoup d'attributions qui vont se retrouver au niveau du Conseil de l'éducation. Si je prends les missions que nous avons au niveau de nos conseils, nous avons aussi des conseils, conseils consultatifs, etc. Évidemment, on n'aura pas conseil d'un conseil. Donc, ces conseils vont se fondre et se diriger vers le CNE. Tandis que nous serons aux actions déjà basiques et qui pourront être présentées pour avis au niveau du Conseil national de l'éducation. Il faudrait alors qu'il y ait déjà des mécanismes rigides pour suivre ces attributions afin d'éviter des conflits d'attribution, des conflits... Il n'y aura pas de conflit d'attribution. Et ça a été d'ailleurs même les premières, disons, rencontres et les premières actions que nous avons, tous les autres enseignements, ont eu à faire avec le CNE. On a sorti un peu les attributions, on a regardé qu'est-ce qui nous reste et qu'est-ce qui pourrait être transféré au Conseil national de l'éducation. Ça a été fait de façon... tout est clair, tout est clair, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Une fois que chacun a compris son rôle, eh bien, chacun restera dans son couloir et puis bon, ça se passera très, très, très bien. Une chose est sûre, Madame la ministre, le président Patrice Talon nourrit de grands espoirs par rapport à l'avènement du Conseil national de l'éducation. Je vous propose de suivre ici un extrait de son discours lors de l'installation. Les acteurs politiques vont vivre un deuil aujourd'hui. Parce que plus jamais les mouvements de personnel, les affectations ne seront plus politiques. Elles seront dépourvues totalement des pressions politiques. Ça fait un peu trop longtemps que nous déplorons que le secteur de la santé et de l'éducation sont trop souvent l'objet de pressions politiques et de facteurs parfois exclusivement politiques. J'ai espoir que les membres du CNE ici présents, qui vont être les pionniers de ce CNE rénové, seront capables de relever ce défi en ne se soumettant à aucune pression du genre, puisque vous avez été sélectionnés, désignés et élus sans tenir compte de contexte et des couleurs politiques de chacun. Pour moi, vous êtes neutre et vous le resterez tant que vous siégerez au sein de cette commission. C'est vrai qu'il n'est pas précisé dans les attributions et les conditions qui vous sont imposées la réserve politique. Mais je crois que la mission et l'espoir que le peuple béninois tout entier porte en votre nomination pour échapper à la pression politique seront pour vous comme si c'était une exigence de réserve politique. Je voudrais compter sur vous pour cela. Voilà, le CNE installé, désormais acté. Et après? Après, on travaille. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et par exemple, le volet qualité, il faut qu'on s'assure que les normes de qualité sont respectées.
On ne peut pas amener un conseil national de l'éducation et se permettre de faire les choses comme s'il n'y a pas un organe de régulation. Pour ce qui nous concerne, par exemple, c'est de faire en sorte que les cadres performants et compétents se retrouvent à leur poste et qu'ils soient utilisés, qu'il y ait une bonne communication et qu'on puisse agir vite. Ce qui est important, c'est qu'on puisse former des gens bien pour prendre en charge les questions de développement de notre pays. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'avènement du CNE, il y a comme un certain renouveau au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation au Bénin? Tout à fait, on peut le dire. On peut le dire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je prends par exemple la BACES. La BACES, c'est une agence qui va s'occuper de l'aspect qualité et qui va être conférée au CNE. Les questions de gouvernance, nomination, élection des recteurs, tout ça, c'est le CNE qui va réguler ça. Il n'est plus question de se lever et puis de commencer par se lancer dans des actions qui nous perdent de temps et qui appellent tous les conflits du monde. Non, il y a une instance qui va s'en occuper et qui va mettre chacun à sa place. Concrètement, Madame la Ministre, qu'est-ce qu'il vous reste? Ce qui nous reste, c'est justement l'organisation de l'enseignement supérieur. Il faut continuer par faire nos cours, les enseignements. Il faut justement continuer la recherche. C'est pas le CNE. Nous avons la recherche, nous avons l'innovation qui va encore se poursuivre normalement. Nous avons nos 4 programmes, à savoir la gouvernance, l'enseignement supérieur, la recherche-innovation, la vie de l'étudiant, qui se dérouleront véritablement bien. Nous aurons nos PTA qui vont s'exécuter totalement bien. Et à chaque fois qu'il y aura des revues, eh bien, nous allons pouvoir les tenir en lien avec le CNE. Il nous reste bien des choses. Madame la ministre, avant de poursuivre, il me plaît de reconnaître le caractère inclusif des différentes réformes enclenchées. Ainsi, les acteurs clés du secteur de l'enseignement supérieur ont-ils été conviés à un séminaire pour appréhender non seulement la pertinence, mais aussi et surtout l'impact de ces réformes que vous engagez dans votre sous-secteur. C'était bien évidemment le 21 février dernier. Tout à fait. Si vous le permettez, nous allons suivre l'élément pour nous rafraîchir quelque peu la mémoire sur ce séminaire ministériel. 24 heures pour débattre des questions d'intérêt. Ici, un thème est au cœur des débats. Regard croisé des acteurs sur les réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce séminaire permettra de procéder à une analyse diagnostique des problèmes et d'identifier de façon consensuelle les solutions les plus adaptées afin d'établir une synergie dans la mise en œuvre des réformes engagées pour la qualité de l'enseignement supérieur et l'amélioration de la recherche scientifique et de l'innovation. Et c'est ce que nous sommes venus faire, en fait. Nous ne sommes pas venus parce que nous avons nos cartouches de problèmes, de revendications. Non, pas du tout, c'est pas ça. Nous sommes venus parce qu'il y a un problème et nous serons dans nos différents rôles pour apprécier le problème. Nous avons notre organe qui est le CNE, le Conseil national de l'éducation, qui est un organe supérieur et qui va également jouer son rôle. Est-ce que nous avons bien compris son rôle? Sinon, nous allons perdre le temps. Nous devons pouvoir nous écouter. Nous devons pouvoir faire en sorte que le corps devienne entier maintenant. Un rêve que nourrit Éléonore Yahi Ladécan en organisant ce séminaire qui a mobilisé 300 participants pour un total de 10 communications. L'initiative est saluée. Si nous sommes francs, nous pourrons trouver beaucoup de solutions aux problèmes posés par les acteurs. Le gouvernement avait pris des décisions. On a même commencé par préciser la carte universitaire. Maintenant, les difficultés que nous avons sur le terrain, c'est des solutions que nous allons amener à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Les solutions aux problèmes de l'enseignement supérieur par les acteurs eux-mêmes. C'est un signe d'espoir pour le développement de ce sous-secteur. Alors,
Ils étaient tous là, nous l'avons vu, c'est une salle archi-comble. Les regards ont été croisés sur les différentes réformes entreprises dans votre sous-secteur. Madame la ministre Yahi Ladekans, cette rencontre a-t-elle comblé vos attentes? Tout à fait. Je dois déjà dire que tous les acteurs, comme vous l'avez dit, étaient réunis. Vous avez vu même les personnes ressources, les ministres honoraires, les gens qui ont déjà géré le secteur, les recteurs, les vice-recteurs, ils étaient tous conviés et ils étaient tous là. Ils étaient très contents parce que le besoin était là. Le besoin, c'est que pour voir si les attentes ont été comblées, c'est de voir déjà nos objectifs. Nous sommes partis d'un constat. Beaucoup d'interventions et des difficultés, des conflits. Et parfois, les problèmes s'entassaient sans que cela ne soit sous la responsabilité de personne. Donc, le séminaire était organisé, orienté pour que nous apprécions tous les difficultés, les problèmes qui se posent au secteur et que chacun prenne sa part de responsabilité. Et en ce sens-là, on peut dire que les attentes ont été comblées parce que les rectorats savent maintenant ce qu'il leur reste à faire. Les enseignants qui sont arrivés, qui sont les chefs d'établissement, ils savent ce qui leur revient de faire. Il y a, vous avez vu, les partenaires sociaux, ils étaient là. Les étudiants ont été représentés parce que cette audience-là n'était pas tout à fait convenable pour les étudiants, mais on a fait une consultation pour avoir évidemment leurs préoccupations qui ont été également exposées. Donc, moi je dirais, les attentes ont été comblées. Ça a créé la soif. Ils ont voulu qu'au lieu d'un jour, que ce soit 3 jours. Et je leur ai dit non, les 2, 3, 4, une semaine qui vous reste, vous irez faire ces débats dans vos universités respectives. Moi, je n'ai fait que lancer le débat, appeler, disons, la conscience des uns et des autres sur ces problèmes et la nécessité de nous en charger. Les résultats ou les solutions ne viendront pas de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui trouverons des solutions. C'était donc important pour vous l'adhésion de tout ce monde aux différentes réformes, C'était un conclave. On est restés tous là, je suis restée avec eux. Et à la fin, évidemment, la fumée blanche est sortie. Et quelles en sont les recommandations? Quelques-unes Voilà, par exemple, lorsque je prends la question des heures supplémentaires, la question des heures supplémentaires a été vraiment une question fondamentale, puisque qu'est-ce qu'on appelle heures supplémentaires? C'est quoi les heures qui sont dues? Et le cas surtout des entités à gros effectifs a été le cas le plus central, pour dire, bon, ben, si vous avez, il y a d'autres qui ont été prises, et donc les enseignants ont voulu comprendre justement la portée de ces notes, et on leur a expliqué, évidemment, dans quel contexte on peut le faire. Il reste qu'on ne peut pas parler d'heures supplémentaires si tu n'as pas effectué tes heures dues. Et ça, c'est un élément très important. Lorsque je prends, par exemple, les questions des offres de formation, on a constaté qu'il y a des doublons dans les offres de formation au sein d'une même université. Donc, et il y a déjà des commissions qui s'activaient autour de ça. Les commissions ont rendu disons, leur rapport. Et ce sont ces rapports qui ont été appréciés. Et donc, les enseignants, les acteurs ont également apprécié. Ce n'est pas possible que dans le même environnement, on soit appelé à faire la même chose, on disperse de l'énergie. Voilà, autant des choses, des questions de recrutement des assistants, de reclassement aussi étaient revenus véritablement au centre. Et nous avons mené des débats. Ce qui est intéressant, c'est que chacun ira continuer les réflexions. Et nous serons là pour faire en sorte que les priorités de gouvernement soient véritablement mises à leur disposition. L'autre réforme délicate, une des premières, bien conclue d'ailleurs, c'est celle de la définition de la carte universitaire, de la nouvelle carte universitaire, je dirais, Madame la Ministre. Était-ce nécessaire? C'était très nécessaire. Comme je l'ai dit à l'entame, on est parti d'un schéma de multiplicité des universités, sans doute pour doter chaque région d'une université. Il se pourrait bien que, évidemment, l'ambition soit noble, très bien, mais on attend les moyens. Il y en avait vraiment, et puis on n'avait pas les moyens. Il faut engager, recruter du personnel, il faut des infrastructures. C'est vrai que les régions ont également adhéré à la chose et ont fait des espaces, d'autres des infrastructures, mais il reste que les conditions de travail ne sont pas toujours
au rendez-vous ne sont pas toujours très disons, reluisantes. Donc, il était nécessaire de faire la politique des moyens et de faire en sorte que finalement, on puisse avoir des universités cohérentes. C'est ce qui a donné naissance à 2 universités pluridisciplinaires, à Bomé-Calavi et Parakou, et 2 nouvelles universités thématiques. Et ça, c'est la réforme-là qui a apporté les universités thématiques. Ça veut dire que ces universités savent qu'il ne faut pas se verser dans de la théorie, dans de la formation dans tous les sens. Il faut orienter les formations vers les priorités du gouvernement. Et d'où sommes-nous partis, Madame la Ministre? Nous sommes partis, pour ce qui concerne les 4 universités, nous sommes partis de 7 universités. Et nous sommes revenus maintenant à 4 universités. Et vous savez, il y avait une université à Lokossa, il y avait une université à Natitengu, il y a une université à Bomé, il y a une université à Porto Novo, il y a une université à Kétou, et l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou. Donc c'était vraiment 7, et les 7 universités faisaient presque, disons, les mêmes choses, sauf à 2 endroits, par exemple à Lokossa, où c'est un peu technique, avec un campus quand même dédié à tout ce qui est littéraire. Et en dehors de ça, à l'université de Kétou, c'était réellement orienté agriculture. Donc cette nouvelle carte a renforcé cela, a réduit les universités et donné un peu plus de moyens. Et c'est ce qui a fait que les infrastructures qui étaient érigées ici et là ont pu être achevées dans une grande proportion. Vous tenez résolument à la reconstruction du système éducatif béninois en phase avec les ambitions économiques. Selon vous, quels sont les leviers possibles sur lesquels il faille actionner? Ah, très bien. Le système éducatif, surtout au niveau du supérieur, est très sensible. Et il faut s'assurer déjà que nous avons de très grandes instances qui sont parfaitement, disons, installées dans leur rôle, comprises. Le rectorat les rectorats doivent gérer évidemment tout ce qui est l'administration universitaire. Et ces instances doivent, le conseil scientifique avec les conseils sectoriels sont structurés. Et une fois que les instances sont bien installées, évidemment, il reste l'homme même qui va animer le système, l'enseignant. L'enseignant, il faut agir à ce niveau pour que l'enseignant ne se retrouve plus comme quelqu'un qui détient à lui seul le savoir et qui se sente seul, tout puissant à décider et peut-être au détriment de la volonté ou des droits même des apprenants. Donc, le levier sur lequel il faut agir, c'est la qualité déjà de l'encadrement, l'enseignant même qui est formé et qui est structuré en pédagogie et évidemment la qualité de ce qu'il donne comme information. Vous savez, la qualité de l'encadrement, vous avez dit, comment on contrôle tout ça, Madame la Ministre? On contrôle la qualité de l'enseignement, par exemple, par les colloques, par le conseil scientifique, parce qu'il y a une évolution dans les grades. Mais ce contrôle n'est pas un contrôle qui va jusqu'à ce que l'enseignant produit pour aller justement vers les apprenants. Je donne un exemple. Je suis enseignante, je fais mon cours, donc je me lève, je fais le cours. C'est vrai qu'il y a un conseil pédagogique qui définit un peu les calendriers, les emplois du temps des uns et des autres. Une fois que tu as ce que tu dois faire, tu t'en vas et tu le fais. Il n'y a personne qui puisse vraiment s'assurer de ce que tu dois faire, tu es en train de le faire réellement. Alors aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on vérifie les fiches, on voit si le contenu est... Non. Là, c'est un peu plus structuré, effectivement, au niveau du secondaire. Et je crois que tout ça là pourrait justement arriver au niveau du supérieur pour faire en sorte que justement ce qu'un enseignant prépare et va, disons, délivrer aux apprenants, que ce ne soit pas un message choquant pour eux, que ce soit un message qui les disperse. Vous avez des gens qui déjà à l'entame, par les propos de l'enseignant, ils prennent la clé des champs. Parce que l'enseignant, même il faut une certaine pédagogie. Il faut une certaine pédagogie. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a les centres de pédagogie qui sont disons, installés à cet effet. Mais seulement la structure, l'instance supérieure ou suprême qui va les gérer, ça va être la BACES. Et ça, c'est le CNE. Les réformes appellent sans doute la construction d'un certain nombre d'infrastructures. À ce jour, est-ce qu'on peut avoir une certaine idée des infrastructures construites ou en instance d'être achevées et les équipements acquis également? Nous avons, en matière d'infrastructures, ça fait 4 ans,
il y a eu beaucoup d'infrastructures qui sont, disons, achevées, parce qu'elles a été lancées avant la rupture et qui souffraient peut-être et qui ont été achevées. Il y a des infrastructures qui sont construites avec la réforme, la rupture, et il y a des infrastructures qui sont en cours d'exécution, de réalisation. Mais ce qui est important et que la rupture a apporté, c'est déjà l'agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation, l'ACIS. Et avant, vous savez, il y avait des coordonnateurs de projets. Donc, plein de coordonnateurs de projets par ordre d'enseignement et chacun allait sur le terrain. Et il y avait beaucoup plus de missions qui se déroulaient sans que réellement le côté réalisation physique ne soit visible. L'agence apporte maintenant la solution à cela. Tout est centralisé. Centralisé, les moyens sont transférés. Il n'y a plus d'organisation au cas par cas. C'est l'appel de fonds à 100%. Qui se fait au niveau de l'ACIS. Et ainsi, l'ACIS libère donc les coordonnateurs qui parfois sont des cadres de l'administration et qui, du fait des missions, sont obligés d'abandonner le travail et d'aller sur le terrain. Alors désormais, tout ce qui concerne les infrastructures dans le monde de l'éducation, tout cela est géré par une seule agence. C'est l'ACIS pour le secteur de l'éducation. Il y a d'autres agences pour le secteur, par exemple, de santé, etc. Voilà. Et donc, en termes d'infrastructures, on peut dire quand même qu'il y a eu 8 amphis qui ont été construits, 8 laboratoires, 7 blocs administratifs, des résidences universitaires qui ont été réhabilitées. Parce que ce n'est pas la blague hein, pour construire les résidences universitaires. Et il y a les complexes d'écoles type au nombre de 3 qui ont été réalisés. Donc, il y a des centres de production, disons, d'infrastructures numériques qui ont été également réalisés à l'université d'Abomey-Calavi. Donc, on peut dire que ces infrastructures viennent accompagner justement le système de façon à mettre les apprenants dans de bonnes conditions d'études, dans de bonnes conditions de pratique. C'est vrai que les besoins sont énormes et on fait quand même des très grands pas. Voilà. Il y a beaucoup de bouleversements, en tout cas avec ces nouvelles réformes. On parle on parle du PRMP désormais, de la personne responsable des marchés publics. D'un mot là-dessus, Madame la Ministre. Oui, est-ce que vous savez, avant, la personne responsable des marchés publics était concentrée au niveau du secrétaire général du ministère. Donc, c'est le secrétaire général du ministère qui fait en même temps office de personne responsable des marchés. Mais il faut, vous voyez, le secrétaire général d'un ministère, c'est le poumon de l'administration. Il n'a pas le temps de pouvoir conduire donc, les processus. Et donc, là, maintenant, ce que la réforme a apporté, c'est de former des spécialistes en la matière. Et ceux-là, donc, conduisent le processus de façon à livrer véritablement rapidement les résultats. Donc, la procédure, c'est un pan de la question qui n'est pas la blague, parce que ça vient avec les tests, ça vient avec un niveau de préparation au niveau de la base. Et les structures à la base n'étaient pas du tout préparées à ça. Donc, on peut dire que cette réforme a amené cette structure à ce renforcement de capacités, si bien que tu ne peux pas dire et mettre un besoin vraiment au hasard. Si tu veux acheter un stylo, tu dois savoir le nom de stylo, tu dois savoir la qualité de stylo. C'était pas le cas, non? C'était pas le cas parce qu'il y avait un peu le répertoire des prix et puis tu ne précises pas nécessairement ce que tu veux. Ça, et puisque tu n'as pas précisé, autour de ce flou, il peut se passer beaucoup de choses. Donc tu veux une qualité donnée, mais on te donne une qualité inférieure, mais pour le même coût. Ah oui. Alors, donc, il est nécessaire de préciser, et là, les structures de contrôle également s'assurent de ce qui est émis comme besoin et lancé comme commande est réellement acquis et livré. On va aborder maintenant la création des instituts universitaires d'enseignement professionnel, l'IUEP. Il y en a pas mal. On peut déjà avoir une idée des IUEP construits. Les IUEP, au fait, c'est une très belle réforme qui vient révolutionner un tout petit peu, disons, la nature des formations
qui se font au niveau du supérieur. On a l'habitude de voir les formations techniques un peu plus professionnelles au niveau du secondaire. Mais avec le système LMD, c'est vrai, on est passé à la professionnalisation des enseignements, mais le côté technique, eh bien, n'était pas du tout visible au niveau du supérieur. Alors, ce que les JEP apportent, c'est de pouvoir accompagner ces apprenants qui n'ont pas la possibilité d'aller loin dans ce qu'ils savent faire, mais qui ont quand même un certain savoir-faire. Les accompagner en 2 ans. Je suppose que, par exemple, quelqu'un a son bac et veut se spécialiser en menuiserie. Avant, vous n'avez pas les formations comme ça. Vous irez à licence, master, doctorat, mais vous n'en trouverez même pas. Mais alors qu'un menuisier qui a un peu son DUT, en 2 ans, peut déjà être plus opérationnel sur le terrain. Il y a des domaines prioritaires que l'État a définis, donc les domaines du gouvernement, tels que la maintenance, tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, on le connaît très très bien. Eh bien, ces secteurs prioritaires font l'objet donc de mise en place de ces JEP. Mais il faut reconnaître, vous l'avez bien suivi la dernière fois, avec la stratégie pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, et qui est une forme de révolution au niveau aussi du secondaire, qui va à terme et donc procéder à ce qui est 2 tiers, par exemple, de pratique et simplement 1 tiers de théorie. En général, c'est beaucoup plus théorie et la pratique, c'est peut-être à peine 1%. La stratégie enseignement et formation technique et professionnelle inverse ces données. Et donc, les JEP représentent un continuum de cette stratégie au niveau du supérieur. Donc, voilà un peu, mais il faut dire que c'est 7 domaines. Pour le moment, nous en sommes à déjà un IEP au niveau de l'agriculture et nous nous activons vers 2 autres IEP au niveau de la maintenance et des métiers du bois. Donc ça permet à la limite, à la longue, en 10 ans, de pouvoir quand même adresser près de 5000 apprenants qui savent faire quelque chose. Et qui savent vraiment faire quelque chose et qui sont opérationnels. Et c'est assez important. Très important, on en a besoin. Vous voyez, pour repêcher cette frange de diplômés que nous livrons. De personnes ne supportant pas le cursus classique. Voilà, et qui s'échappent, qui sortent de ce système-là et qui se retrouvent dans la nature en train de bricoler. Au lieu de laisser des gens bricoler et nous créer des problèmes nouveaux, autant les canaliser, les renforcer pour orienter leur intervention. L'autre réforme également audacieuse au niveau de l'enseignement supérieur est intervenir au niveau des EPES, les établissements mécontentement, remous, plein de choses à ce niveau, mais vous avez tenu bon, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Vous avez très bien compris, ce n'est pas la blague. Les EPES sont les établissements privés d'enseignement supérieur et c'est le pan complémentaire du public. Nous avons le privé, nous avons le public. Et nous, le partenariat public-privé nous met forcément ensemble. Mais il se fait qu'on ne contrôlait pas trop ce qui se fait à ce niveau-là. Et on est venu vraiment de très très loin. Cette réforme-là a été très fâcheuse pour certaines personnes parce que ça bousculait certains intérêts, mais on se doit de féliciter ces promoteurs d'EPES qui ont véritablement accompagné ces réformes avec le ministère. Et là, maintenant, nous en sommes arrivés à un toilettage, à un assainissement pour savoir ce qui se fait dans le privé, que ce soit conforme à ce qui produit des effets bienfaisants pour la société. Et donc, nous avons des EPES qui attendent d'avoir leur agrément parce qu'ils ont reçu un avis favorable du Conseil national. Et nous avons d'autres qui ont été carrément déclassés. D'autres qui sont appelés à être fermés systématiquement parce qu'eux-mêmes n'existant pas et laissant leur label dans les mains des commerçants et qui les utilisent à leur gré. Et tout ça, c'était pas très très bon. Mais ça, c'est ce que la RUPU a procédé en termes d'assainissement. Et on peut dire que ces EPES-là attendent maintenant d'aller un peu vers l'homologation. Il y avait quelques difficultés, vous l'avez dit, s'ils se fâchent, c'est parce que ça fait un moment qu'ils attendaient d'avoir, disons, leur agrément. Et on a fait également de la mélancolie Et puis, inhérente à toute réforme, justement. N'oublions même pas que
on a organisé les examens nationaux pour ça, pour continuer. Parce qu'avant, c'était la conscienture. Et à un moment donné, on s'est dit, on prend véritablement des risques. On ne peut pas signer ce qu'on ne connaît pas nous-mêmes. Donc, il faut maintenant organiser un examen. Si les apprenants étaient très bien formés, évidemment, à travers l'examen, ils vont le prouver. Et dans ces conditions, on peut délivrer des attestations. Sur 5000 dossiers, on a déjà donné d'attestations à plus de 75%. Donc, à l'ère des moissons, on peut dire que ces épaisses-là ont retrouvé leur sucré. Voilà. Il y en avait au départ, Rachida, quelques résistants. Oui. Vous en notez encore ou ils sont tous rentrés Non, ils sont tous rentrés. La preuve, ils ont créé une fêtière, une union des épaisses. Et pour avoir un seul interlocuteur pour échanger avec le ministère et également avec le Conseil national. Finalement, c'était très bon, mais il le fallait. Il le fallait. Et la preuve, ils étaient invités à notre séminaire ministériel. Et ils n'ont pas manqué de poser leurs problèmes. Voilà. L'examen national, ça concerne seulement les privés, pas les publics. Non, c'est les privés, parce que, comme je l'ai dit, c'est une forme un peu de validation de ce qui est fait en termes de formation au niveau de public, bien entendu. Il y en a qui voient une certaine discrimination. Un tout petit peu. Le public serait avantagé. Parce que, au fait, il y avait une disposition qui les mettait sous la tutelle d'universités publiques. Si la tutelle était bien faite, évidemment, il n'y aura pas ce sentiment un peu de brimade. Mais nous avons réglé déjà les questions de tutelle et donc les épaisses ont une tutelle quand même académique auprès d'une université publique où, disons, le gouvernement injecte les moyens et recrute des enseignants à la limite, à la longue. Ce que nous allons faire de ce partenariat, c'est une fois que les pratiques auraient été validées, on peut même envoyer sans regret les apprenants, orienter les apprenants vers les épaisses qui auraient véritablement acquis leur indépendance. D'accord. Alors aujourd'hui, que cela soit entendu, on ne se lève plus pour faire n'importe quoi, créer du jour au lendemain. Non, vous ne pouvez pas le faire, même si, entre-temps, vous êtes sur un site et que l'activité devient assez intéressante au point d'aller sur un autre site, ça, c'est régulé. Ça vient toujours avec une autorisation d'extension. Si vous voulez fermer, ce n'est pas parce que vous avez ouvert qu'il vous plaira de fermer comme vous voulez. Ah non, pas du tout. Ça vient également avec une certaine procédure. Quels sont, selon vous, Madame la Ministre, les mobiles qui sous-tendent l'amélioration de la qualité du capital humain dans le secteur qui est le vôtre? C'est parce que, justement, c'est ce capital d'encadrement et qui va justement encadrer les apprenants et qui va les orienter vers les besoins de la société. Donc, l'amélioration est quelque chose de fondamental pour ne pas se retrouver en déphasage avec les standards et les normes internationales. Donc, il faut de plus en plus renforcer. Et c'est dans ce sens-là que nous avons un programme, par exemple, de formation des formateurs. Donc, les formateurs qui forment se doivent également d'être renforcés pour apprendre les nouveaux outils d'évaluation, les nouveaux outils, par exemple, d'apprentissage et adopter les langages conséquents vis-à-vis des apprenants. Et dans ce sens-là, nous pouvons dire en 4 ans que nous avons quand même ce programme à adresser près d'une centaine de personnes avec près de 500 et quelques millions de francs CFA qui ont été engloutis dedans au bout de 4 ans. Au bout d'un certain temps, il y a eu quelques difficultés qui ont fait surface et qui ont amené à arrêter le programme. Nous sommes en train de nous préparer pour lancer maintenant ce nouveau programme. Donc, il est nécessaire de retoucher vraiment ce côté de renforcement des capacités de ces personnels d'encadrement. Et vous projetez de créer l'Agence béninoise pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur à Baquès. Quels seront ses attributs et rôles? C'est déjà créé. C'est déjà créé. On attend que le Conseil national de l'éducation pour les installer dans leur rôle. Et comme vous le dites, c'est la qualité.
c'est déjà de s'assurer de ce que ce qui se fait comme intervention ou comme action dans le sous-secteur répond à des normes véritablement connues. Donc, il n'est plus question qu'un enseignant se lève et, comme on l'a dit tout à l'heure, se permette de faire ce qu'il veut. Donc, l'évaluation, quelle forme d'évaluation on va faire? Et il y a des gens, même la forme d'apprentissage, il y a des gens qui continuent d'utiliser le papier, de dicter les cours. Est-ce que c'est une bonne méthode qui est adaptée à l'évolution de nos apprenants? Est-ce qu'il faut leur laisser le support? Tout ça là va être régulé. S'il faut, la preuve, on est en phase d'une crise avec le coronavirus, s'il n'y a pas de support qu'on laisse aux apprenants, eh bien ça va créer des problèmes. Il faut que les apprenants puissent toujours avoir le support préparé et justement se retrouver dans le cadre disons, de l'enseignement avant que le professeur ne vienne. C'est pour cela qu'on leur donne le temps personnel pour l'étudiant. Donc voilà, pour ce qui concerne la BACAS. Une chose est sûre, et vous serez d'accord avec moi, avec la mise en œuvre de toutes ces réformes, le capital humain sera de meilleure qualité. Tout à fait. Évidemment. Tout à fait. D'ailleurs, même, c'est pas pour rien que depuis des années, vous voyez, les ressources, même si on regarde les ressources au niveau du secteur de l'éducation, même si c'est un pourcentage faible par rapport au budget national global, mais ces ressources sont en parfaite croissance. Les années avant la rupture, on tournait autour de 50 milliards, mais depuis 2016, on est allé même jusqu'à 80 milliards parce que ça engage beaucoup plus la responsabilité des structures et de l'État. Vous voyez, par exemple, les boursiers, ceux qui vont bénéficier des aides universitaires, le nombre est allé en croissant. Donc, ça fait que cela demande un peu plus de ressources pour permettre aux étudiants d'avoir un peu de moyens pour s'occuper de leur formation. Nous avons également les questions, par exemple, au niveau des bacheliers, qu'il faut véritablement orienter et bien les orienter pour qu'ils ne se perdent pas. Il faut noter quand même qu'il y a quelques soucis, puisque malgré tout ça qu'on fait, vous avez des apprenants qui continuent, heureusement que le pourcentage est faible, et qui continuent de se tromper. Donc, au bout d'un certain temps, ils se disent qu'ils se sont trompés, donc ils ne voulaient pas choisir cela. On leur a donné la bourse dans telle filière, ils souhaiteraient aller dans une autre filière. Ils demandent même qu'on leur transfère les bourses, comme si vraiment c'était une opération un peu élémentaire, un peu déplacée. Donc, tout ça là, nous sommes en train de leur... Il y a maintenant un nouveau système... Tout le système huilé pour que les uns et les autres soient responsabilisés un peu plus dans leur choix. Voilà. On va poursuivre toujours dans ce volet de l'amélioration du capital humain. Vous y êtes déjà. Cela prend en compte différents départements de l'ACE, des nouveaux bacheliers, aux formations universitaires dans les différentes filières, dans les écoles doctorales aussi. Et parlons justement des écoles doctorales, Madame la Ministre. Oui. Que pouvons-nous retenir de l'aide, du soutien de l'État aux doctorants? Vous avez parfaitement raison. Les écoles doctorales, on en a environ 13, avec beaucoup de formations doctorales. C'est pour cela que la réforme a pris par là également, pour faire en sorte que les formations doctorales soient orientées vers les priorités, les questions, les préoccupations de la nation. Que ce ne soit pas des sujets comme ça aléatoires qu'on donne aux doctorants, et on produit des docteurs qui n'auraient pas vraiment abordé les vraies questions. Voilà, donc de plus en plus, ces écoles doctorales s'occupent de ça, et nous avons l'appui aux doctorants. Et je crois que c'est de ça que vous parlez. Oui. Le programme appui aux doctorants donne quand même un certain appui à certains doctorants qui ont été identifiés. Et ce programme a quand même déjà adressé plus d'une centaine de doctorants, et avec des centaines de millions de francs, même disons 1 milliard de centaines de millions, c'est peu dit. Il y a beaucoup qu'on donne. Et laissez-moi vous dire que ces doctorants participent également à l'amélioration du capital humain. Parce que les questions de recrutement, ce n'est pas des questions simples pour recruter. Et ce que ça induit en termes de masse salariale, ce n'est pas la blague. Et ces doctorants-là viennent assister les enseignants
Parmi eux, il y en a qui sont devenus docteurs, il y en a peut-être qui sont déjà recrutés, et il y en a qui sont toujours là en attente d'être recrutés. Voilà. Il y a désormais une nouvelle façon de faire aujourd'hui avec les responsables d'étudiants. Madame la ministre, il y a un arrêté interministériel qui a été pris dans ce sens. Justement, vous êtes allé au contact de ces étudiants pour leur expliquer un peu la pertinence de cette réforme-ci. Je vous propose qu'on suive cet élément et juste après, vous nous parlerez un peu plus en détail de ce que c'est. Nous voulons déjà... Face à face, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'ensemble des responsables d'étudiants des universités publiques du Bénin. Une rencontre d'explication des 12 articles de l'arrêté interministériel numéro 059 qui fixe les nouvelles conditions de financement des activités des différentes associations. Désormais, les associations les plus représentatives dans chaque université publique sont invitées à mettre en place un bureau fédéral qui sera chargé de gérer, en partenariat avec les structures étatiques, toutes les questions liées au financement de leurs activités. Une réforme saluée par les différentes associations syndicales à l'issue de la séance. C'est déjà heureux que nous ayons cette information. C'est d'autant plus qu'heureux aussi de savoir que l'autorité ministérielle a demandé à rencontrer toutes les associations estudiantiles pour que nous parlions à cœur ouvert des problèmes qui minent les étudiants dans leurs universités respectives. Qu'on le veuille ou non, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Aujourd'hui, c'est effectif. L'essentiel est de voir si dans la pratique, si dans l'application du document, il n'y aura pas de quoi, s'il n'y aura pas de protocole, je crois que l'essentiel est fait. Après cette séance, la ministre lance la deuxième édition de la rentrée des œuvres universitaires et sociales dans l'amphimile du campus de Parakou sous le thème « L'art, la culture et le sport, levier de développement socio-économique d'une nation ». Après l'ouverture des résidences et du restaurant universitaire en janvier dernier, c'est au tour des activités artistiques, culturelles et sportives d'être lancées. Sur le plan artistique et culturel, à l'université de Parakou, l'on assiste à un regain d'intérêt et chaque région veut se faire valoir par sa culture, contribuant ainsi à l'animation du campus. Malgré cet engouement à l'affirmation de l'identité culturelle de chaque région, nous devons forcément tendre vers la constitution d'un ballet de l'université de Parakou pour mieux nous faire représenter lors des sorties artistiques et culturelles au plan national et ou régional. Le thème central de cette édition, à savoir l'art, la culture et le sport comme outil de développement d'une nation, me paraît d'une importance capitale et on ne trouverait guère aujourd'hui d'enseignants, de responsables pédagogiques ou même d'hommes politiques qui ne reconnaissent pas que l'art, la culture et le sport ont leur place dans l'éducation d'une nation. Le bien-être et l'épanouissement des étudiants dans les campus sont au cœur des actions des différentes courses du Bénin. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'engagement du gouvernement dans ce domaine. À titre d'illustration, en 2016 et 2020, le nombre de bénéficiaires des allocations universitaires dans les 4 universités publiques a connu une augmentation bien significative. Ainsi, au titre de l'année académique 2019-2020, le nombre d'allocataires, toutes tendances confondues, s'élève à plus de 39 000. Vous voyez, c'est une industrie et nous devons féliciter tous ceux qui s'activent autour de ces volets. Tout en reconnaissant les améliorations qui se notent chaque année, le représentant des étudiants, Jules Nimassou, souhaite que le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou construise de nouvelles résidences et aussi l'acquisition de nouveaux bus pour le transport. Alors, Madame la ministre, fini donc, quand je suis cet élément, je me pose juste une question. C'est donc révolu ce temps où les responsables d'étudiants utilisaient le financement à eux attribué comme ils le voulaient. On est venu de très très loin. C'est arrêté, disons, interministériel. C'est avec le ministre de l'économie et des finances qui, justement, a sanctionné tout le processus. Et pendant un certain temps, on a essayé de les réorganiser parce que les associations, il y en avait dans tous les sens et puis je levais et bloquais le truc, ça n'en finissait pas.
Donc, cette réforme les a remises vraiment dans les organisations syndicales qui sont véritablement reconnues pour mener des échanges avec les autorités, que ce soit au niveau central qu'au niveau des universités. Donc, après cela, ils sont restés longtemps pour dire, ben, vous nous avez dit, taisez-vous, on veut vous organiser et après vous aurez des appuis. Alors, les appuis sont où? Ils ont mis 1 an. Et finalement, on les a réunis pour dire, bon voilà, l'appui est là, mais c'est bon qu'on leur dise que ce n'est pas comme avant, tel que vous l'avez dit, où on donne des sous pour faire des programmes d'autres sortes, les loisirs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé maintenant, c'est que ça vient avec un programme donné et leur RIBA. Donc, on ne leur donne plus l'argent comme ça. Ils sont appelés eux-mêmes maintenant à faire des consultations à leur niveau. C'est notre arbitrage qu'on leur apprend à faire. On leur donne également quelques programmes de management, de leadership, un peu de comptabilité, parce qu'ils savent pas, il faut qu'ils sachent un peu ce qu'on appelle RIB, ce qu'on appelle IFU. Vous les mettez à l'école de la gestion de la chose publique. À l'école de la gestion, parce que demain, ils sont les hauts cadres de demain. Donc, c'est ce que nous avons eu à leur faire au cours de cette rentrée sociale, où on a d'abord demandé que tous ces responsables-là viennent de toutes les universités. J'ai eu 2 heures d'échange avec eux. Ils ont posé des questions. Vous avez eu le sentiment qu'ils ont... Oui, ils ont fustigé... Parce que sur les questions de financement, c'est vrai. Les responsables d'étudiants sont parfois Par exemple, mais ils ont fait de très riches contributions, on les a rassurés. Ils ont dit qu'ils s'attendaient, par exemple, à avoir des domaines tels que les domaines de l'art, les domaines de l'environnement, de l'éducation, qui soient plus visibles. On leur a dit, c'est toujours ça pour vous. Lorsqu'on donne un domaine, comment vous êtes capable de vous organiser pour répondre à cela? Le bailleur dit, bon, voilà ce que je prends. Alors toi, tu as un objectif, mais utilise le langage du bailleur et puis tu te retournes dedans. Si tu veux aborder un programme sur l'éducation, eh bien tu l'abordes, mais toujours dans ce sillon qui peut-être à étendre les années dans... Je pense que cette nouvelle collaboration tend un peu à confiner les étudiants, tend un peu à mettre dans la liberté. Voilà. Non, c'est beaucoup plus pour les accompagner et les former et déjà la gestion de la cité demain. Parce qu'ils sont appelés à grandir, c'est 1 an, et ils font 1 an, c'est 3 ans, hein, mais ils essayent d'alterner ça chaque année. Donc on leur apprend également un peu ce que c'est que le respect des engagements, le respect des tests. Donc je crois qu'ils ont été très très bien, on a eu une merveilleuse séance avec, de toute façon avec ces étudiants, les responsables. J'ai jamais eu de problème avec eux. Il faut savoir déjà comprendre leurs besoins et savoir quand même leur dire les choix stratégiques, leur dire, ah non, ici, vous ne devez pas aller là. Mais là, ok, qu'est-ce qui est le problème? On les comprend et puis bon, voilà, ça se passe bien. Ils ont abordé les questions, évidemment, parce que ça, c'est le volet de programme La vie de l'étudiant et qui couvre en même temps les œuvres universitaires sociales telles que l'hébergement, telles que la restauration et puis les transports. Mais il y a un plan de réforme également dans cette rubrique, ce domaine des universitaires parce que, eh bien, on ne peut pas continuer à gérer les universitaires comme ça. C'est à peu près 3-4% de services. Autant impliquer les partenaires et donc ils ont un peu plus de moyens et justement réguler justement les services pour que ce ne soit pas écrasant pour les bénéficiaires. Et c'est ce que nous avons commencé. Ce qui explique l'ouverture du capital. L'ouverture vraiment du capital et l'implication des privés dans ce domaine. Si bien que là où ils sont en train de s'allier et de ne pas pouvoir bien manger, eh bien quelqu'un d'autre peut ouvrir un resto à coût toléré pour permettre vraiment de manger. Et je dois profiter quand même pour saluer déjà une association au niveau de l'université de Kétou qui s'est déjà mis dans la danse et qui a déjà offert un minibus pour faire le transport de ces étudiants-là qui sont vraiment dans des sites très éloignés. J'ai fait le tour de l'université de Kétou, eh bien c'est vraiment assez loin. Et s'ils font toutes ces distances, c'est évident qu'arriver au cours, ils vont sommeiller et ils ne vont pas pouvoir bien rendre. Donc nous félicitons déjà ceux-là qui nous accompagnent et nous attendons donc les autres partenaires également. Voilà. Il y a également une réforme au niveau des courses. C'est ça, c'est déjà la réforme au niveau des courses pour faire en sorte que les privés puissent s'intéresser à cela. Et il faut quand même reconnaître que le chef de l'État, pour les questions de logement,
eh bien, vous le connaissez très bien, un homme très pointueux et qui a le souci des conditions, de belles conditions d'études et vraiment d'hébergement des étudiants. Donc, il a adressé un grand domaine de construction des hébergements. Ce domaine est en cours avec le ministre de cadre de vie pour qu'avec les Chinois, que nous puissions aller vers la construction de nouvelles résidences pour les étudiants. Madame la ministre, avant de mettre un terme à cet entretien, on aurait commis un crime de lèse-majesté si jamais on oublie je dirais, l'autre grand département de votre sous-secteur, la recherche. Justement. Et l'innovation. Ah ben oui. Justement. Vous avez raison, en fait. Vous savez, c'est les difficultés de ce sous-secteur qui nous amènent parfois à penser que ce sous-secteur n'existe pas. Parce qu'effectivement, pour financer la recherche, ce n'est pas la blague. C'est une affaire de gros sous, en fait. Très gros sous. Et c'est pour cela que choisir la réforme sur l'ABRI, l'Agence béninoise de recherche et de l'innovation, est la solution. Donc, cette réforme qui va donner l'agence va fusionner un certain nombre de structures qui existaient, telles que la BVIT, telles que le fonds, et va beaucoup plus organiser le secteur de la recherche pour qu'on ne se lève pas pour faire n'importe quoi, pour dire qu'on est en train de faire recherche, et après, on va le suspendre quelque part et l'oublier. Il faut qu'il y ait vraiment toute une coordination, toute une chronologie dans l'organisation de la recherche. Et nous pensons même aller à la longue, introduire une loi avec l'appui du chef de l'État et l'appui aussi de nos honorables députés, une loi sur le financement de la recherche. Surtout par ces temps de coronavirus, on aurait bien besoin de chercheurs, Madame la ministre. Ils existent. Pourquoi pas un Béninois? Ils existent. On a les virologues, les épidémiologistes qui sont là et qui essayent donc d'aborder ces questions. Mais c'est vrai que lorsqu'on dit recherche, c'est les plateaux techniques. C'est ça, au fait, le centre même des investissements, c'est au niveau des plateaux techniques. Il faut pouvoir faire des recherches, faire des analyses, par exemple, le contrôle de qualité. Regardez tout ce qui se vend un peu partout, des sachets ici, tel fruit ici, boisson par ici. Il faut pouvoir organiser ça et c'est ce que l'ABRI va pouvoir faire pour que n'importe qui ne se lève plus pour produire n'importe quoi et mettre dans des sachets, dans des bouteilles et commencer par les vendre. À la limite, c'est programmer un peu les questions de problèmes de santé au niveau de la population. Voilà un peu au niveau de la recherche ce qui est en train de s'organiser. La politique de la recherche est déjà presque livrée et nous suivons tout ça évidemment avec l'unité présidentielle de suivi au niveau de la présidence qui est une unité qui nous accompagne beaucoup. Très bien. Et dans le choix, vraiment dans nos choix et dans la qualité de nos interventions. Très bien. Loris, d'abord, nous avons fait un peu le tour des différentes réformes engagées au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Il y en a d'autres. Oui, bien sûr, en termes de perspective. Quelles grandes réformes En termes, par exemple, de perspective, nous avons la mise en réseau des universités. Les questions vraiment de dématérialisation. Les questions de dématérialisation. Là, fini les inscriptions où on lance l'inscription et les inscriptions sont ouvertes pendant 3 mois, 4 mois et on ne finit pas avec de longs fils. Lorsque nous allons justement faire la question de mise en réseau des universités avec l'agence de développement. Grande plateforme tournante et qui fait que l'étudiant qui a déjà, disons, des données à un niveau n'est plus tenu de répéter les mêmes dossiers un peu partout. Donc, il a une adresse fixe avec des données fixes que nous pouvons importer pour des besoins un peu de suivi de son parcours. D'un campus à un autre. D'un campus à un autre. Ça, c'est un chantier vraiment assez important pour nous parce que nous perdons un peu de temps. Vous voyez, l'équivalent des diplômes, la question des équivalents des diplômes également, qui va être bien restructuré pour que quelqu'un qui a fini et qui a besoin vraiment d'avoir la confirmation de ce que la formation ou le diplôme a été donné ici, qu'il ne soit pas mis beaucoup de temps pour répondre à ces genres de sollicitations. Donc, tout ça, nous avons mis ça dans nos perspectives. Voilà, c'est déjà la fin, Loris. D'abord, Madame la Ministre, un mot de la fin, très rapidement. Nous sommes venus de très, très, très loin. Et nous avons eu beaucoup de difficultés parce que lorsqu'on dit réforme, ce n'est pas souvent bien compris. Mais il faut savoir que
les réformes ou le système éducatif, c'est un peu comme un arbre et qui a des racines bien amères. Mais au fruit doux, on préfère ça. Les réformes, c'est le côté amer de la chose, mais en supposant que d'ici à là, les fruits doux sont déjà à portée des mains. C'est déjà le temps des moissons. C'est déjà le temps des moissons. C'est bien d'avoir à souffrir pour sourire que de se complaire dans un peu les complaisances, dans le manque, vraiment, l'absence de gouvernance et de produire des diplômés qui valent vraiment rien sur le terrain. À la limite, c'est dangereux. Voilà, donc je voudrais encore une fois féliciter tous les acteurs du secteur de l'éducation, tous les ministres qui nous ont précédés, et je ne m'en voudrais de ne pas reconnaître la bravoure de celle à qui j'ai succédé, le ministre Marie-Odile Atalasso, qui a été une brave dame, qui a vraiment porté donc à bras le corps contre vent Zémaré, qui a tenu ferme ces trucs. Donc on peut dire que les fruits, bien seront un peu sa satisfaction, la fierté qu'elle aura. Et le chef de l'État ne s'est pas trompé aussi sur sa succession. Sa succession, voilà, merci. Voilà. Mais je dois quand même remercier et féliciter donc cet engagement du chef de l'État, cet homme de vision. Il le faut. Et il faut que nous puissions prier pour que des gens comme ça soient longtemps avec nous pour nous accompagner. Vraiment, merci beaucoup et nous sommes très fiers de tout ce qu'il fait. Éléonore Yaïla-Descamps, merci d'être passée sur ce plateau. Loris, d'abord, c'est déjà fini. Oui, c'est tout. J'espère que vous nous avez bien suivis chez vous. Bonsoir.